C'est foutu, c'est mort. Ces affirmations, on les entend de plus en plus souvent au regard de l'urgence écologique qui devient chaque jour plus concrète et alarmante. Selon une étude internationale de 2020, 65% des Français pensent que la civilisation, telle que nous la connaissons actuellement, va s'effondrer dans les années à venir. Mais que mettons vraiment derrière le « c'est foutu » ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement l'effondrement ? Pour creuser ces questions, je reçois aujourd'hui Pablo Servigne, l'auteur qui, avec Gauthier Chapelle, a été l'un des premiers à mettre dans le débat public la possibilité d'un effondrement de notre société. Ensemble, nous allons explorer comment parler de l'effondrement, de la situation actuelle, mais surtout comment vivre et agir une fois que l'on a conscience de toutes les menaces qui pèsent sur l'avenir. Et je vous rassure, avant de commencer, non, tout n'est pas foutu. Pablo Servigne, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes célèbre pour vos ouvrages qui ont fait connaître la collapsologie au plus grand nombre, donc Comment tout peut s'effondrer en 2015 et Une autre fin du monde est possible en 2018, écrit avec Gauthier Chapelle. En gros, est-ce que tout va s'effondrer et finalement, est-ce que tout ne s'effondre pas un peu déjà ? Ouais, merci déjà de me recevoir. Effectivement, il y a une petite confusion dans le titre. Comment tout peut s'effondrer ? C'est pas tout d'un coup, c'est tous les systèmes, que ce soit les écosystèmes, les sociétés, les marchés financiers, etc. Tous les systèmes peuvent un jour s'effondrer. Et c'est intéressant, le tout est foutu, parce que c'est justement la posture qu'on voulait éviter. Nous, on arrive en lanceur d'alerte en 2015 en disant il y a un nouveau type de risque, le risque systémique global, l'enchevêtrement des risques, il y a le climat, la biodiversité, les ressources, le pétrole, etc. Si on les met ensemble, ça peut faire des effets de seuil, des effets dominos, des effets qui peuvent mener à quelque chose de plus rapide que prévu, d'effondrement brutal. C'est des risques majeurs, quoi. Donc on apporte ça, et en disant si on comprend ça et on apprend à peut-être pas maîtriser, mais à naviguer là-dedans, on peut essayer de s'en sortir un peu, d'atténuer, d'empêcher les risques. Donc c'est lanceur d'alerte pour éviter les vraies catastrophes. Ça, c'est notre posture. Et donc, c'était justement ce petit chemin entre le tout va bien, qui est insupportable à écouter, et le tout est foutu, qui est aussi insupportable. Moi, j'ai des enfants, on peut pas dire ça aux enfants, mais même à n'importe qui. Tu peux pas dire tout est foutu. Ça veut rien dire. Il y a une conception, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, la fin du monde, l'apocalypse, l'effondrement, il y a une sorte de confusion là. Et c'est vu comme un événement brutal, ponctuel, et après, il n'y a plus rien. Et en fait, c'est pas exactement comme ça. Déjà, comme vous disiez, c'est graduel. On va en chier pendant des décennies, des siècles. Autant s'habituer, ça va durer longtemps. Les conditions risquent de se dégrader. Comment faire pour atténuer les souffrances, atténuer les risques ? Recréer quelque chose de nouveau, recréer une société, inventer quelque chose d'autre. Cette société industrielle, capitaliste, mortifère, on a un monde à ouvrir. En fait, l'effondrement, c'est un récit. Ce sont aussi des études scientifiques qui parlent d'effondrement, mais c'est aussi un récit. Mais c'est la moitié du récit. C'est un récit puissant parce que ça parle d'une mythologie de la fin du monde. C'est quelque chose qu'on a mis sous le tapis dans notre société, qui sont de la mort, de la faim. On veut pas l'entendre. Comme des adolescents qui veulent pas mourir, qui veulent pas souffrir, qui sont dans l'illimitation. C'est un adolescent pathologique, tu vois. Et ça nous revient, comme on l'a mis sous le tapis, ça nous revient comme un monstre. Les scientifiques disent sur les effondrements, c'est qu'il y a des préconditions, c'est-à-dire que peu à peu, une société met en place des conditions qui les rendent réceptives à des chocs. Et après, il y a les préconditions et il y a les chocs. Et par exemple, on peut construire une société totalement résiliente à un choc de sécheresse ou de blackout ou de, d'émeutes sociales, etc. Et ça ne peut avoir aucune conséquence. Et on peut construire une société finalement fragile où on pose les conditions pour que n'importe quel petit choc se déploie. Oui, du fait de l'interdépendance de nos sociétés. C'est-à-dire, par exemple, une catastrophe naturelle qui provoque un effondrement des assurances et un effondrement du marché de la bourse internationale, donc du commerce international, et petit à petit, en fait, des ruptures d'approvisionnement, etc. Donc, ouais, c'est ça. Et donc, il y a des sociétés plus ou moins fragiles. On le voit bien à Haïti. Haïti, par exemple, c'était très fragile comme société. Ils ont eu un énorme tremblement de terre et ils peinent à se remettre de ça. Et donc, la résilience a été bien érodée.
Et donc, il y a des dynamiques d'effondrement qui se mettent en place. Donc, tout dépend à la fois de comment la société arrive dans les chocs et à la fois de comment elle peut s'en remettre ou pas. Et on peut bifurquer vers soit un effondrement, soit une renaissance, soit une stabilisation, peu importe, c'est des choix politiques. Mais en tout cas, ce qu'on invite, c'est prendre conscience de ça. Et notre posture, ça a toujours été de donner des outils conceptuels pour arriver à penser cette époque complètement folle. Peut-être même que c'est trop gros, les catastrophes, même la puissance technique, démiurgique qu'on a créée, elle est peut-être trop impossible à penser, elle est peut-être trop grande. En fait, chaque invention technique amène sa catastrophe. Quand on a inventé l'avion, on a inventé le crash d'avion. Et là, on a inventé la globalisation, on a inventé le crash global, le risque systémique global, en interconnectant tout, etc. Moi, j'utilise la métaphore de Bip Bip et du coyote. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dessin animé quand on était petit. À un moment, sur une falaise, là, et le coyote, il se retrouve au-dessus de la falaise, il fait « oh » pendant 2-3 secondes, et il tombe. Et ces 2-3 secondes au-dessus du précipice, où il se rend compte de rien, il fait « oh ». Ça, c'est typiquement, pour moi, les élites qui sont dans une sorte de cocon de confort, qui les empêche de ressentir la gravité des choses, mais de ressentir dans leur corps le réchauffement climatique, la détresse des classes pauvres, enfin l'effondrement des classes sociales, enfin des cultures, des autres cultures, etc. La détresse des migrants, une sécheresse, voilà. Donc quand on a de l'air conditionné, forcément, le réchauffement climatique, on peut ne pas le ressentir, ça reste théorique. Et ce confort-là, il fait que ces gens-là peuvent se payer le luxe de ne pas y croire et donc de prendre les mauvaises décisions. Il faut se rappeler que qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ils ont cédé, les gilets jaunes par exemple, les élites se sont senties menacées par la violence des manifestants. Et donc ils ont filé 100 balles pour le coup, mais ils ont agi quoi. En France, on est un pays de conflit. Tant qu'on se sent pas menacé, on n'agit pas. C'est fou. Et en fait, le virus arrive. Tiens, un virus arrive, il tue pas que les pauvres. D'habitude, les virus et les maladies, c'est pour les pauvres. J'exagère, mais à peine. Tiens, ça tue des sénateurs, ça peut tuer des députés, des membres du gouvernement. Ouh là là, on va agir. Ils se sont sentis. Le virus a percé le cocon de confort. Et tiens, on peut agir. Tiens, on peut même arrêter le monde. Ah, on a les leviers. Ah tiens, vous aviez les leviers. Ouais, parce que ça menace directement leur intégrité physique. C'est une illustration de ce que je veux dire. Et Jared Diamond, il le montre dans son bouquin Effondrement, là, qui est paru en 2005. Il disait, il y a plusieurs manières de s'effondrer. Une société peut s'effondrer toute seule d'elle-même, ou elle peut effondrer la nature, ou la nature peut effondrer une société. Enfin, il y a les trois. Mais à chaque fois, le point commun, c'est les mauvaises décisions des élites. Oui, surtout que la plupart des élites politiques avaient été prévenues des risques de pandémie et d'une pandémie comme celle-ci. Ouais, c'est ça. Depuis des années. Tous les risques, on les a, c'est théorique. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? En tout cas, on le sait. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? C'est la vraie question. Est-ce qu'on prend ça au sérieux ou pas? Et ça dérange. Ça oblige à revoir notre style de vie, notre niveau de vie, notre confort. Et tout ce qui nous maintient dans quelque chose d'agréable. Et ça va pas être agréable. Et il faut avoir le courage de le dire. Tu arrives devant un public et tu dis, voilà, le GIEC dit ça, paf, 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 de manière très verticale, très scientifique, voilà les schémas et tout. En tant que public, moi j'ai été dans le public aussi, j'ai été public de ce genre de conférence, tu peux que être là, waouh, tu peux pas te lever et dire, je suis pas d'accord, ou... Si par exemple, il y a une verticalité qui empêche le dialogue et qui empêche l'émotion de sortir. Si tu arrives et tu dis, voilà, les chiffres du GIEC disent ça, moi, en tant que père, ça me fait ça, ça me bouleverse, et peut-être ça me rappelle Mad Max ou les films de zombies, etc. Je dis des conneries, mais tu pars dans l'imaginaire. Tout de suite, la personne en face dit, moi aussi, j'ai vu Mad Max, ça me rappelle ça, moi aussi, j'ai des enfants, moi aussi, ça me fait peur. Et ça rassemble. Et si la personne pleure, et ça m'est arrivé dans le public des gens qui pleurent, t'as juste envie de les prendre dans les bras. Et si au contraire, si la personne se lève, souvent c'est un ingénieur, 50-60 ans, blanc, et qui est en colère. Mais il sait pas qu'il est en colère, il n'a pas accès à ses émotions. Donc il est dans le ressentiment, il sort les chiffres. Ouais, mais vous dites les éoliennes, tant de mégawatts, nanana, je suis pas d'accord, nanana. Et il est dans les chiffres et dans la tête. Il n'a pas accès à son corps. Et tout de suite, il clive, et t'as envie de le contredire, t'as envie de séparer, tu vois. Et c'est un apprentissage, une intelligence émotionnelle, une intelligence corporelle, pour arriver à relier les deux. On a besoin des deux. Ensemble, c'est très puissant.
En faisant de l'éducation populaire, au début, je voulais être le plus scientifique, froid, neutre, objectif possible, comme on m'a appris en tant que scientifique, mais j'ai défoncé des publics, démonté. Plus j'étais clair et scientifique, plus c'était horrible pour les gens. Et moi, je croyais bien faire. Je dis, mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Pourquoi? C'est quoi votre problème? Je vous expose à un problème, bah maintenant on va le résoudre. Moi, c'était ça. Voilà. Et en fait, non. Faut prendre soin des gens, et les publics, c'est pas la même chose. Tu peux pas parler de la mort de la même manière à un enfant, à une femme enceinte ou à quelqu'un qui est en soins palliatifs. Voilà. Et donc, il faut aussi prendre soin du lien. Il y a une certaine horizontalité à trouver. Pourquoi est-ce que l'entraide, elle est clé aujourd'hui et d'une certaine manière, pourquoi est-ce que c'est aussi peu présent dans le débat public, cette nécessité de l'entraide? En fait, on vit dans un monde où l'imaginaire politique, la doxa, c'est l'imaginaire libéral qui est au fond, la nature est mauvaise. L'humain arrive et grâce à ses sociétés, grâce à sa construction culturelle, sa civilisation, ben on peut coopérer et l'entraide arrive. Mais si l'État, a fortiori l'État disparaît, ben c'est le retour de la barbarie, de l'arène que la nature est une arène de gladiateurs et c'est impitoyable et gna gna gna. Quand on dit à quelqu'un l'altruisme c'est très courant, les humains sont naturellement prosociaux, on s'entraide facilement. On te regarde, il faut, mais t'es naïf, t'es bisounours, tu fais exprès, c'est quoi ton problème? Et quand on dit non, mais ce qui compte, c'est la compétition, c'est enfoncer la gueule de son voisin, c'est gagner des parts de marché. Ah ouais, toi, t'es un réaliste, t'es vraiment... c'est ça, on est tellement imprégné de ça. Même Gauthier le dit très bien, à l'école, qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Comment s'appelle l'entraide à l'école? De la triche. Quand au boulot, on est dans une boîte, on sait pas faire notre job, on a besoin d'aide, on va voir le collègue, il nous aide. Tu fais ça à l'école, c'est de la triche. Les pénuries, on sait faire ça, les humains, ils savent traverser beaucoup de choses. Et pourquoi? Grâce à l'entraide. C'est ça qui fait la cohésion des groupes humains. Plus le milieu est hostile, plus ceux qui s'entraident survivent. Et c'est un grand principe de l'évolution. C'est une sorte de principe on peut dire une loi de la nature. C'est pour ça qu'on l'appelait l'autre loi de la jungle. C'est ceux qui survivent, c'est pas les plus forts. Ceux qui survivent, c'est les groupes qui s'entraident le plus et les individus qui s'entraident le plus. Et ça change tout. Ça veut dire que la bombe à désamorcer, c'est pas d'éviter les pénuries, les catastrophes. Si on peut atténuer ça, mais c'est de désamorcer la culture de la compétition. Si tu arrives dans les pénuries rapidement, brutalement, comme c'est peut-être le cas cet hiver, avec une mentalité d'enfant gâté, de ouais mais moi j'ai payé, j'ai droit, de toute façon moi mon confort personne ne m'enlèvera, vous les écolos vous m'enlevez ma liberté de consommer, d'avoir un 4x4 ou je sais pas quoi, mais on est mort, on est foutu, ça va créer un chaos social immense, tu vois. Oui, comme ça a été le cas pendant le Covid par exemple, où il y avait des personnes qui faisaient d'énormes réserves dans les supermarchés et qui pensaient pas aux autres et donc où ça créait des pénuries momentanées. C'est ça, le phénomène après ouais. Mais encore que les réserves, c'est normal. Nos grands-parents, ils faisaient des réserves. Mais le truc, c'est qu'il fallait les prévoir avant. Mais c'est tout, on fait des réserves d'un coup. Voilà, c'est ça. Et on se fout de la gueule des survivalistes parce qu'ils font des réserves. Mais après, on le fait quand même tout d'un coup. Enfin, bref. Les élites ne veulent pas faire peur. Ils infantilisent les gens. Ils disent, ouais, mais les Français, faut pas leur faire peur. On leur parle pas d'effondrement, même si on y croit, parce que il va y avoir du chaos et de la panique. Ouais, mais c'est parce que vous en avez pas parlé avant. Donc, on découvre ça. Et donc, il y a une pédagogie à avoir. Et au début, je pense que il y aura une phase chaotique, mais les gens s'auto-organisent. Et les gens apprennent très vite. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Au début, c'est quoi les revendications? C'était un peu le bordel. Et puis, en un an de discussions, de ronds-points, ils ont fait des propositions de malades, quoi. C'était intelligent. Il y a eu une intelligence collective qui est sortie au bout de quelques mois. Certes, c'est un peu le bordel au début. Et puis, les gens, ils sont pas bêtes, quoi. C'est une question de vie ou de mort, donc ils se débrouillent, ils s'entraident et ils créent quelque chose. On pourrait imaginer un gouvernement qui aide, qui dise, OK, les jeunes, vous voulez de l'inventivité politique? Eh ben, on fait des zones où vous inventez, on pourrait imaginer ça, une pépinière d'innovation politique, de zones de création politique. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Là, on est à un tel degré de verrouillage politique qu'il faut innover, même si c'est farfelu, même si ça paraît fou et même si ça part dans tous les sens, on a besoin de diversité. Et ça, c'est la métaphore de la forêt. Quand tu as un arbre qui s'effondre, ou une forêt qui crame,
Les jeunes pousses, on peut se dire, elles vont faire une forêt, demain ça sera une forêt. Mais les jeunes pousses, c'est un peu le bordel, c'est un chaos et il y a un dissensus là-dedans et on ne sait pas de quoi la forêt sera faite, mais on a besoin de ce dissensus. S'il y a qu'un type de jeune pousse qui émerge, c'est foutu. Ouais, mais les forêts qui ont le mieux résisté au feu cet été étaient les forêts où il y avait plus de biodiversité. Exactement, c'est la diversité. C'est une belle métaphore de ce à quoi on doit arriver. Et justement, donc face à ça, vous évoquez l'adaptation radicale qui est théorisée par Jem Bendel, face à la situation dans laquelle on est, avec les 4 R, donc résilience, renoncement, restauration, réconciliation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça impliquerait dans les grandes lignes? On l'a déjà un peu évoqué sur certaines choses, mais en quoi cette adaptation radicale, ça pourrait être une réponse à toutes à tous ces effondrements qu'on est en train de vivre aujourd'hui et à toutes ces crises? Bendel, c'était un prof dans le management qui faisait du développement durable et il s'est rendu compte qu'en fait, ça allait pas du tout. C'était n'importe quoi. Il a pris conscience des chiffres climatiques et il a fait une sorte de coming out, si je puis dire, où il a écrit un article qui a eu beaucoup de succès, qui a été viral, où il dit, mais en fait, on va pas s'en sortir comme ça et on risque un effondrement sociétal collapse, il dit un effondrement social. Très sérieusement, il faut s'y mettre. Et les solutions qu'on nous propose, ça va pas du tout. C'est des demi-mesures qui nous foutent encore plus dans la merde. Donc, il proposait la Deep Adaptation, les 4 R pour se rappeler. D'ailleurs, je me rappelle jamais, mais donc résilience, c'est à quoi nous tenons. C'est un peu le titre du bouquin d'Émile H, philosophe, et Bruno Latour aussi dit à quoi nous tenons. Qu'est-ce qu'on veut conserver? Résilience. Quelles sont les choses? Les oiseaux, je sais pas, la nature, peut-être. Les liens, qu'est-ce qu'on veut maintenir qui ne s'effondre pas? Voilà, la résilience. Mais il faut en discuter ensemble. Voilà, c'est quelque chose de collectif aussi. Pour ça, ils font des cercles, ils font des groupes de parole. Deep Adaptation, c'est un peu partout dans le monde. R, l'autre, c'est renoncement. C'est vachement intéressant, le renoncement. On est dans une société où on ne sait pas renoncer. Oui. On est dans l'illimitation, le toujours plus. Et à un moment, ça peut être ralentir, mais renoncer carrément, c'est radical. Et si on renonçait à ça? Vous donnez l'exemple justement dans le premier dialogue avec la jeune fille de 13 ans en disant t'as une glace au chocolat en face de toi et tu peux pas la manger quoi. C'est le symbole des métaphores des énergies fossiles qu'on doit laisser dans les sous-sols, sinon on explose le climat. Toute notre vie on va être devant une immense glace au chocolat, les énergies fossiles dans les sous-sols et on pourra pas les extraire, on pourra pas lécher la petite la grosse glace. C'est terrible pour le cerveau humain, tu vois. Et donc qu'est-ce que ça veut dire renoncer? Collectivement. C'est la question du sevrage dont on parlait tout à l'heure. Philosophiquement, mais ça a des implications politiques majeures. Est-ce qu'on peut renoncer aux énergies fossiles? C'est tellement délicieux pour notre société industrielle. C'est vital. Les restaurations, il y a des choses qui ont été détruites. Qu'est-ce qu'on veut refaire vivre? Donc ça, c'est la question de la Renaissance, etc. C'est vraiment tout un pan de l'écologie qui est magnifique. Mais c'est pas que l'écologie, c'est aussi la culture. En fait, si on y pense bien, on vit une société de décroissance. Le capitalisme, en fait, c'est un capitalisme punitif, un capitalisme de salon. Je reprends les expressions à l'envers, parce qu'ils nous disent ça de l'écologie. Et c'est une décroissance du sens, des liens, de la santé, c'est une décroissance des écosystèmes, de la biodiversité. On vit dans une société de décroissance. Et nous, on veut améliorer ça, on veut restaurer ça. Là, il y a tout un imaginaire, un récit à reconstruire, à régénérer. C'est ça l'objectif de notre génération, c'est laisser les énergies fossiles dans les sous-sols, se défaire, se sevrer des drogues et régénérer et renaître d'une société mortifère, zombie, qui bouffe tout. Zombies, c'est une bonne métaphore. C'est des individus qui errent et qui bouffent tout. C'est vraiment notre société, sans but. Juste et sans lien entre eux. Intégrer cette question des catastrophes globales et d'un possible effondrement, ça change notre horizon de temps, ça change notre manière d'être au monde, la manière de voir l'avenir, etc. Et donc forcément, ça peut créer des grandes fractures en nous et avec nos proches. Et il y a des engueulades de famille, au repas de Noël, ou peu importe, avec les potes autour d'une bière. Mais il y a aussi des réconciliations. Et en fait, notre livre, c'est comment on peut maintenir les liens malgré tout, même si on n'est pas forcément d'accord, mais il va falloir qu'on se serre les coudes, sinon on va sombrer dans la tempête, quoi. Il faut se maintenir à flot. En fait, un effondrement, c'est surtout un effondrement du récit commun, du récit qui donne la cohésion, qui donne sens au monde, et ça peut aller très vite.
autant les infrastructures, elles peuvent rester, mais si on perd la croyance, ça, Harari, il en parle très bien dans Sapiens, qui nous maintient ensemble, le fait que, je sais pas moi, l'Europe, la France, tout ça, c'est des récits. Si on perd ça, ça peut vite partir en cacahuète. Et donc, on a un vrai défi là. Il y a à la fois, sur le récit, il y a un vrai enjeu là, majeur, à recréer du sens qui soit pas toxique, pas un récit toxique de la croissance infinie, etc. Et là, on est dans un entre-deux. On est dans une époque un peu chaotique où on sent que le récit néolibéral, économique, enfin même de la modernité, même du progrès est en train de se fissurer. Et on ne sait pas. Il y a plein de récits qui émergent, mais on ne sait pas lequel va vraiment, donner corps à la suite. Donc, on est dans un entre-deux où il y a des monstres qui apparaissent, comme disait Gramsci. Donc, faut continuer à créer, à espérer. Et l'espoir, c'est vraiment une notion active. C'est pas attendre qu'on nous dise qu'on ait des chances de nous en sortir, de s'en sortir. C'est vraiment faire en sorte de se mettre debout et d'agir et de mettre au monde ce qu'on croit être juste, quoi. Même si c'est le brouillard, même si on ne sait pas si on va s'en sortir, moi, je pense que ça, c'est juste. Je me lève, je le fais. C'est une sorte d'espoir actif. C'est une définition de Václav Havel, je trouve magnifique. Et on a ces luttes à faire dans le concret, dans le réel, dans la politique et dans les récits. Moi, je vois plein de jeunes qui sont là, waouh, en fait, on va vivre la période la plus incroyable de l'histoire de l'humanité. C'est nous qui avons ce grand tournant. Finalement, l'effondrement, on peut l'appeler le grand tournant. C'est aussi un récit. Et c'est John Amici qui parle de The Great Turning. C'est juste un mot, le mot a changé, transition, effondrement, grand tournant, mais ça va être hyper excitant, on doit tout réinventer, nos vies, nos manières de vivre. Et moi, je trouve qu'il y a une certaine joie là-dedans. En tout cas, si on n'arrive pas à contacter la joie, le sens et tout ça, dans les décennies à venir, on va juste s'épuiser. Faut pas oublier que c'est pas juste un sprint, c'est un marathon. Ça va être long, quoi. Donc on a besoin les uns des autres, puis on a besoin de traverser tout ça ensemble. C'est vraiment le propos du bouquin. Merci beaucoup, Pablo Servigne, d'être venu sur Blast. Merci. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a aidé à prendre de la hauteur et à comprendre que rien n'est foutu. Comme toujours, vous trouverez tous les liens pour aller plus loin en description de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux pour qu'elle touche un maximum de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour voir toutes les nouvelles vidéos de Blast dès leur sortie. Petit rappel, Blast est un média indépendant qui n'est financé que par les dons et les abonnements. Alors si vous le pouvez, prenez un moment pour nous soutenir sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.